Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Julien, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi, comment vas-tu? Ben écoute, ça va. Les jours commencent à rallonger, ça fait plaisir. Donc Oui, ouais. voilà. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors toi, tu es QA manager, auditeur, coach, formateur QA. Rien que ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ah, t'as fait le tour, hein. Disons que pour résumer, je suis quelqu'un qui est passionné par la qualité logicielle. Mhm, Je me qualifierais de couteau suisse. Enfin, j'aime toucher à tout. Ça a toujours été un peu mon leitmotiv dans ma vie professionnelle. Donc mhm. voilà, c'est ce qui m'habite, ce qui fait que tous les matins quand je me lève, ça me donne du sens à ce que je puisse, voilà, me lever de mon lit, et me dire allez voilà, j'attaque la journée du bon pied. Donc voilà, j'adore ça. Je dis, il y a quelque chose de particulier qui m'habite, je dirais, qui me ressemble, c'est que j'aime aider les gens. J'aime aider les gens dans mon métier et en ayant comment dire, ces casquettes diverses, je suis capable d'intervenir pour aider un peu tout le monde, quoi. Que ce soit en tant que formateur, aider les personnes qui vont débuter dans le qualité logicielle ou qui ont besoin de conseils quand ils sont un peu plus expérimentés. Tout ce qui est audit, tout ce qui est un peu plus de haut niveau, ça va être pour aider les chefs d'entreprise, les entreprises, chefs de projet. Donc voilà, j'aime aider tout le monde. Donc Mhm. voilà, c'est pour ça que je me suis dit, il ne faut pas se fermer, il faut tout faire pour aider tout le monde, pour que les choses se passent bien. Parce que c'est un métier difficile, la qualité logicielle, un métier complexe qui se structure aujourd'hui. Mhm. Et il y a besoin un peu de pragmatisme et de rigueur. Et donc humblement, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice en essayant d'intervenir à tous les niveaux. Ouais. Donc voilà. Bah, je trouve aussi que tu es assez actif sur LinkedIn et comme Marc que j'ai interviewé il y a quelques semaines, tu donnes justement beaucoup d'outils et beaucoup d'éléments pour les personnes qui sont dans le métier depuis un moment ou les personnes qui démarrent. Il y a pas énormément de ressources en français et tu fais partie des personnes justement qui mettent ces ressources-là en avant et vraiment ça c'est super. Donc tu contribues effectivement, tu apportes ta pierre à l'édifice donc ça c'est très cool. Ouais, ouais, je te remercie pour ça. Bah, Avec plaisir. c'est vrai comme tu disais, contrairement à d'autres métiers, ça c'est ma vision, hein, comme d'autres métiers de la tech, pardon, comme les développeurs, comme d'autres, que la chefferie de projet, et cetera. C'est mon point de vue. J'ai l'impression qu'il y a une petite rétention d'informations dans le test logiciel parce que justement, c'est pas structuré. Les Oui. gens ont peur de transmettre des informations parce qu'ils sont pas sûrs d'avoir la bonne approche. Pour moi, ce que je peux leur dire, c'est que, bah, en fait, Rome s'est pas faite en un jour et celui qui n'essaye pas, il sait pas si les gens vont bien recevoir ce qui va leur transmettre. Donc de toute façon, il n'y a pas de risque à essayer de débattre, de transmettre des informations. Moi le premier, quand je fais des posts, que j'essaie de transmettre des idées, bah, je suis contredit. Et je suis pas quelqu'un qui a des idées arrêtées, comment dire, j'ai toujours raison. Non, ça c'est pas ma façon de faire, c'est pas mon état d'esprit. Mmh. Donc on apprend des uns et des autres. Quand je transmets, quand je fais du coaching avec des particuliers, enfin plutôt des freelances, voilà, on reviendra après un peu dans le détail si tu le désires. Mais voilà, j'apprends des choses, hein. C'est vrai que j'ai une expérience, j'ai des connaissances, mais j'apprends beaucoup de choses des autres. Donc de toute façon, faut pas se dire voilà, test logiciel, je sais pas, voilà. Donc la rétention d'informations, elle vient de là. C'est que les gens, les formations sont un peu pas inexistantes, mais c'est voilà, il y a une certification qui existe, c'est l'ISTQB. Mmh. Et puis derrière, il y a des formations diverses. Et donc il y a plusieurs sons de clocher entre guillemets dans la qualité logicielle, selon d'où on vient, ceux qui sont plus produits, ceux qui sont plus tech, etc. Mais il n'y a pas de Ouais. vérité, il y a pas des gens qui ont raison, il n'y a pas des gens qui ont tort. Donc, faut pas que les gens s'arrêtent à ça et se disent je suis pas légitime, etc. Ouais, ouais, ouais et puis c'est vrai que ce sont des métiers qui sont nouveaux en fait, hein, Ouais. qui sont récents donc Alors, si je peux me permettre, oui. le test, c'est pas vraiment un métier nouveau, hein.
Moi, depuis le début que je fais de l'informatique, c'est-à-dire depuis 1999, ça commence à dater, hein, ça fait Mmh. 24 ans. Pas du test, hein, mais il y a toujours eu du test, hein. Le test, ça existe depuis les années 70, depuis qu'il y a des produits, en fait, depuis qu'on va dire, il y a l'approche product management, depuis qu'on se dit on va itérer, on va faire un produit. Vraiment, la méthode qu'on voit aujourd'hui de product management avec l'agilité, ça date de 1970, hein. Et donc là, le test logiciel, c'était quelque chose d'industrialisé. Ce qui vient un petit peu changer un petit peu la donne, c'est qu'il y a l'agilité qui, depuis maintenant plus de 20 ans, qui a pris une place importante dans le SDLC, dans le développement logiciel, et qui fait qu'aujourd'hui, ben, on se dit faut être différent. Mais en fait, en somme, si on applique un petit peu les préceptes qu'il y avait avant, en étant un petit peu agile, en étant un petit peu plus dans la communication, on se rend compte que bah, les choses se passent bien. Donc, c'est dire que c'est pas structuré, je l'entends bien, hein, parce que c'est un peu ce que tout le monde peut penser, mais quand on y regarde un peu plus près, on se rend compte que, ben, pas tellement en fait. C'est juste que, je dirais peut-être qu'il y a eu on s'est dit voilà, les gens on va pas les, alors peut-être qu'il y a quelque chose, si je peux me permettre, tu couperas ça, hein. Si je peux me permettre, il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est les formations dans le test logiciel. Aujourd'hui, ça évolue tellement vite, quand les produits et les frameworks évoluent, etc., je dirais qu'on est développeur, on peut s'adapter. Le test logiciel, quand on est testeur, faut toujours se mettre à jour sur les derniers frameworks, sur les dernières approches, sur les dernières méthodologies. Et c'est ça qui amène de la complexité dans la formation. C'est-à-dire que la Mmh. formation qu'on va avoir 2 ans avant, elle va être obsolète au bout de 2 ans. Donc en fait, c'est une formation de tous les instants. Il y a la formation de bonne base qu'il faut avoir notamment des bases en développement, en DevOps, être très technique, hein. Honnêtement, pour être un bon testeur, il faut être plutôt technique pour avoir une vision globale des SI. Et donc derrière, si tu veux, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Notamment pour les reconversions, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans le test et qui aujourd'hui se disent oui, mais j'ai pas eu assez de formation. Mais en fait, c'est tout simplement lié à la durée. C'est qu'il y a des formations qui vont durer 3 mois, des formations qui vont durer 2 semaines, 3 semaines. On peut pas imaginer qu'un testeur puisse être opérationnel et compétent et soit libre pour pouvoir, je dirais, être efficace dès le départ. Hormis s'il a un background un peu particulier, qu'il a eu fait des études ou qu'il a quelque chose qui s'en rapproche, comme par exemple le produit, le marketing, ou alors qu'il a déjà été dans le milieu professionnel, qu'il sait un petit peu comment ça fonctionne. Parce qu'on voit le test logiciel, mais ça s'applique un peu dans tous les domaines, le test, hein. Mmh. Mais voilà, aujourd'hui, moi, ce que je pense ce qui est vraiment problématique dans le test, c'est la formation. La formation pour devenir testeur. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, en échangeant avec pas mal de juniors, en échangeant avec pas mal de monde, bah, je me rends compte qu'il y a quand même un trou dans la raquette, quoi. Je critique pas les gens, hein. Moi, je vois que les formations sont un peu trop courtes. Il y a des formations longues, intéressantes, mais il Ouais. y en a beaucoup des intensifs qui peuvent pas garantir à ce que les gens puissent être des bons testeurs. Alors peut-être que tu as une vision différente de la mienne, mais moi, c'est mon point de vue. Peut-être un peu trop exigeant, peut-être, en effet, mais D'accord. voilà. Bon, et ben, Mhm. écoute, je sais pas s'il y a des personnes, qui sont, à la tête, de centres de formation qui écouteront cet épisode, Ouais. mais ta recommandation, ce serait peut-être D'a- d'approfondir les. D'allonger, voilà, d'allonger OK. les formations et surtout les rendre beaucoup plus, je dirais, diversifiées. On Dans peut quel apprendre plein de sens? techniques. Ben, disons qu'on peut apprendre plein de techniques, on peut apprendre plein de choses, mais le métier du testeur, de toute façon, il va falloir qu'il s'auto-forme. Donc, c'est vraiment donner plus de bases structurelles pour être un bon testeur, c'est-à-dire Mmh. s'ouvrir vraiment à plein de choses différentes, montrer le maximum de choses différentes, et peut-être après, par la suite, au sein des entreprises, bon là, je vais pas faire de la pub à certaines entreprises, mais elles se reconnaîtront. Il y en a qui proposent après des formations pour justement monter en niveau de façon graduelle les testeurs dans certaines entreprises. Ouais. Donc, peut-être à proposer aux testeurs aussi, dans la reconversion, faire des paliers pour qu'ils puissent monter en compétence sur plusieurs mois et non pas, par exemple, mettre direct, condenser ça sur 60 jours consécutifs avec très peu de pratique. Parce que au final, c'est ça le problème. À la fin des formations, les gens n'ont pas de pratique et puis ben, Mmh. voilà, ils se retrouvent le bec dans l'eau. Trop de Donc, théorique. trop de théorique et pas assez de pratique. C'est ça en fait ma vision et ma façon de faire quand je coach les gens. Et ils préfèrent ça plutôt que quelqu'un qui va leur donner de la documentation, des formations, tire larigot, comme on dit. Et voilà, OK, je parle très beaucoup. bien. Bon, on s'est un petit peu éloigné de notre, Ouais, sujet des sujet. bases, mais c'était, c'est intéressant de pouvoir, échanger de tout ça. Oui. Alors, toi, tu as fait le choix de passer du salariat
au freelance, dans ta profession et c'est la raison pour laquelle, j'ai eu envie d'en parler avec toi, avec quelqu'un qui l'a vécu et qui l'a mis, en pratique. Je reçois quelques questions sur, mes réseaux sociaux, à ce propos et étant donné que moi je suis salariée, je ne peux pas apporter, bah, de réponse en fait, aux personnes qui me posent, ces questions-là et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant ça, retour en arrière, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené dans le test et pourquoi en fait tu es légitime pour pouvoir parler de ce sujet? Alors, je vais être humble, hein, légitime, je sais pas. Disons que Ah bah j'ai si. roulé ma j'ai roulé ma bosse dans ce métier. On est toujours légitime pour certains et illégitime pour d'autres. Je vais répondre à ta question, donc c'est un cheminement, je dirais assez logique, hein. J'ai eu la chance, au tout début de ma carrière, après un BTS en informatique industrielle, pour la petite information, de rentrer au sein du ministère de la Défense, donc militaire. OK. Et l'avantage, au sein du ministère de la Défense, du moins à l'époque, c'était que, ben, il y avait énormément de besoins en informatique dans tous les domaines. Et vu que je suis quelqu'un de très curieux, très ouvert à plein de choses différentes, j'ai eu la chance, pendant ces 8 ans que j'ai passé au sein du ministère de la Défense, de toucher à tout. J'ai fait du développement, j'ai fait de la chefferie de projet, de la direction de projet, j'étais adjoint d'un directeur de projet, j'ai fait de l'admin 6, ce qu'on appelle DevOps aujourd'hui vulgairement. J'ai fait plein de choses différentes, j'ai fait aussi de l'administration de bases de données, du réseau, et cetera. Et tout ça, ça m'a amené un peu, parce que ça a duré quand même 8 ans, ça a duré un certain temps, à avoir une vision globale des SI, de voilà, comment ils fonctionnaient. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui marchaient pas. Et quand on voit des choses qui ne marchaient pas et qu'on se pose ces questions, qu'est-ce qui se passe dans ce métier? Ben, on devient testeur. Je pense que c'est à Mmh. peu près pour ça. Tout le monde devient testeur pour ça. On se dit, mais ça marche pas, je me pose des questions, je vais essayer de trouver une solution, et de prouver pourquoi ça ne fonctionne pas, de le montrer. Donc c'est ça pourquoi c'est la raison pour laquelle je suis arrivé dans le métier du test au bout de 8 ans. Enfin, j'ai commencé au sein du ministère de la Défense à être responsable de recettes, de campagne de recettes sur un SI qui était au sein du ministère de la Défense. Et par la suite, donc j'ai quitté au bout de 8 ans parce que j'ai fait un petit peu le tour et c'est un peu mon leitmotiv, il faut que j'ai des nouvelles missions, des nouveaux sujets. Et je tournais un petit peu en rond au sein du ministère de la Défense et je suis devenu consultant. Alors là, j'étais responsable d'application, service delivery manager. Ça me convenait pas parce que ça s'éloignait un peu du test. Et j'ai refait une bascule en 2012. Vraiment, c'est une spécialisation dans le test. Où là, j'ai vraiment eu des missions. Si on regarde mon profil LinkedIn, on trouvera pas forcément la notion de test, mais si on regarde un peu dans le détail, on verra qu'il y a toujours une partie intégration, qualification, validation, donc Mmh. test derrière. Et donc, ça a évolué tout ça. J'ai pris donc de la compétence, j'ai évolué, j'ai eu des responsabilités qui ont évolué. Je suis devenu lead testeur. Ensuite, j'ai été responsable d'équipe de test, responsable qualité logicielle. J'ai eu l'opportunité d'avoir diverses missions et divers clients quand j'étais consultant. Alors, j'ai eu plusieurs contextes, des contextes from scratch avec aucune qualité, avec tout à mettre en place. Donc, c'est des fois, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais jamais fait ça, donc c'était c'était compliqué, déjà que j'ai appris sur le tas. Ça s'est plutôt bien passé parce que voilà, je suis quelqu'un de méthodique et l'armée me sert pour ça, hein, d'être Mmh. méthodique, rigoureux. Donc j'ai pris le temps de bien faire les choses. Ça a plutôt bien réussi. Et puis j'ai eu des contextes un peu plus. J'ai travaillé dans le secteur privé, dans le secteur public, donc j'ai eu à la fois des contextes très normés et des contextes moins normés. J'ai travaillé aussi dans des startups. J'ai travaillé un peu dans tous les contextes, donc alors pas dans tous les domaines, hein, mais dans tous les contextes d'entreprise qu'on peut imaginer. J'ai aussi travaillé en Suisse. Euh, Là, c'était un peu plus normatif, hein. Voilà, on y viendra après parce que là, j'avance un peu vite. Mais voilà, donc au fur et à mesure, j'ai acquis les compétences, de légitimité parce que j'ai un petit peu occupé tous les postes dans le test logiciel et j'ai un peu vu tous les contextes. Donc voilà. Alors, sur notre partie freelance, donc du coup, tu es Mmh. passé de l'armée au test, Exactement, très bien, exactement. Voilà, enfin, j'en faisais déjà au sein de l'armée du test, oui. mais voilà, comme je te disais, je suis arrivé, j'étais consultant et ce qui m'a perturbé, c'est que, comme je te disais tout à l'heure aussi, quelqu'un qui aime bien toucher à tout, qui aime pas donner son avis sur tout, mais qui aime bien s'intéresser à tout et voilà, qui aime bien comprendre, etc. Et quand on est consultant, on est un peu, alors ça dépend, tu me diras le poste, hein, on peut souvent avoir plusieurs contraintes. À la fois les Mmh. contraintes du projet, c'est-à-dire que c'est très, très cadré, Oui. le contrainte de l'ESN qui, enfin, ça peut être aussi des contraintes
on va dire, stratégique, et cetera, qui fait que, ben, voilà, on peut pas forcément tout dire, hein. Quand on est consultant, on peut pas forcément on fait attention, il y a pas mal de politique par rapport à une ESN. Bien Donc ça, sûr. c'est ma vision, hein. Donc ça, c'est une réalité, hein. Les clients, et cetera, on peut pas toujours dire les choses et puis ça dépend aussi le contexte avec le client. Est-ce qu'on est en régie? Est-ce qu'on est en forfait? Enfin bref, il y a plein de choses comme ça Mmh, qui mmh font mh. que voilà. Et puis il y a des fois d'autres contraintes, comme par exemple ce qui a été négocié contractuellement avec le client, de ne pas de liberté pour voilà, pour travailler de la meilleure des façons. Donc ça a duré un temps et au bout d'un moment, donc ça a duré quand même, 6 ans, hein. 6 ans, je me suis dit: «Voilà, ça me convient plus» parce que, ben, je pense qu'être légitime et avoir un petit peu mon mot à dire et puis taper un peu du poing sur la table avec le client en tout en respect, en total respect bien sûr, mais dire: «Voilà, c'est pas bon ce que vous faites, essayons différemment» et en tant que consultant, bah, c'est pas forcément évident, hein. On a notre place et cetera. Moi, la vision, je vais expliquer pourquoi je suis devenu freelance, mais déjà le freelance, il est Mmh. pour moi, hein, il est plus écouté parce qu'il est normalement expert dans un domaine. Du Oui, moins, il a de il y la a légitimité, un peu plus de l'expertise qu'il va légitimité. amener. Même s'il y a des consultants que j'ai rencontrés qui sont extrêmement plus experts dans mon domaine, dans certains domaines que je connais, que moi, hein. Donc faut pas dire que les freelances sont des experts et que les consultants ne sont pas des experts, c'est archi faux. Mais disons que dans l'imaginaire collectif, un freelance, il est plus écouté, ça c'est une réalité. Et c'est une raison pour lesquelles, voilà, je me suis dit: «Ben, je vais être un peu plus écouté». Le côté financier, très clairement, ça arrive, mais en dernier. Quand tu dis le Financièrement, côté financier, concrètement, qu'est-ce que ça ouais, veut dire? bah, ça veut dire que, ben, quand même, quand on est freelance, ben, on gagne un peu plus sa vie quand même. Faut pas se le cacher. Après, faut pas rêver, hein. Un freelance qui a 2 ans d'expérience dans un domaine gagnera pas la même chose que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le même Mmh, mmh, domaine. mmh. Même s'il y a beaucoup de besoins en ce moment, même si je trouve que l'écart entre celui qui a 2 ans et 20 ans a tendance à être un peu trop léger, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Mais au début, quand on démarre, qu'on n'a pas trop d'expérience et moi, ce que je conseille aux gens qui veulent se lancer freelance, c'est, il y en a qui vont me dire: «Oui, mais je le fais tout de suite, ça a marché». Alors, il y a des exceptions, hein, mais il faut quand même avoir un peu des épaules un petit peu larges, hein, parce que j'ai pris la suite de certains freelance qui avaient fait un petit peu, je ne citerai personne, un petit peu de la merde, hein, excuse-moi, j'espère que tu vas le mettre dans le Non, mais pas de dans le souci. podcast, il y a pas de souci. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit: «Mais voilà, il avait peut-être pas les épaules assez larges, il avait peut-être pas la structure autour de lui qui aurait pu l'aider» et cetera. Moi, j'ai repris, j'ai nettoyé, j'ai mis un peu de l'ordre dans la maison après par la suite sur ces sujets-là, sur les projets que j'ai pu reprendre, donc il y avait ce genre de contexte avec Mmh mh. des freelances qui m'avaient précédé, qui étaient pas forcément, voilà, pas assez expérimentés. Donc pour être freelance, ça va être peut-être fou ce que je vais dire, mais attendez. Attendez, même si ça vous démange, attendez d'avoir 4, 5, 6 ans d'expérience dans un domaine. Et après, surtout, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est freelance, ben, c'est bizarre, on a plein de copains freelance comme nous, qui Mmh. vont venir nous parler parce qu'ils vont se dire: «Ouais, c'est un passionné comme nous» et donc en fait, on n'est pas du tout seul quand on est freelance. On a Ouais. beaucoup on s'ouvre beaucoup plus aux gens. Dans notre domaine, on va découvrir plein de choses, beaucoup plus de choses. On va participer pour s'auto-former à des soirées, des choses comme ça. Ça, c'est ce que je fais moi et du coup, c'est vraiment un levier à la fois, bon, comme je disais au début, de moins de contraintes, le côté financier, mais surtout une ouverture au monde dans lequel on désire avoir une expertise, dans lequel on devient freelance. Et ça dépend de soi, hein, évidemment, il faut le faire, il faut se dire, allez, je vais aux soirées, etc. Mais derrière, quand on fait le truc, en fait, c'est une boule de neige, hein, l'effet boule de neige, en fait, ça s'accumule, on a plein de gens autour, il y a plein de sujets sur lesquels on va intervenir, on rencontre plein de monde, et puis les opportunités arrivent comme ça. Parce que on dit que dans l'IT, que le marché est tendu, qu'on n'a pas besoin de rechercher, bah, ça c'est faux, hein, parce que les freelances dans l'IT, il y en a plein, dans tous les domaines, Bien sûr. que ce soit en qualité logicielle, que ce soit en développement, et cetera, en chef de projet, il y en a plein. Et pour se démarquer du lot, faut aller vers les autres, quoi. Il y a pas de méthode miracle, hein. Il y en a qui vont vous dire: «Faut appeler les entreprises». Il y a pas de vérité. Je pense que ça dépend. Il y a des opportunités, il y a des contextes à un instant T. On va rencontrer quelqu'un, on va discuter dans une soirée, devant un verre de vin ou un verre de jus d'orange pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Donc voilà, et puis on va parler d'un sujet, eh ben, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, et cetera. Et donc il y a pas de, voilà, de vérité, je pense. Moi, les opportunités que j'ai eues, ça s'est fait comme ça. Alors j'ai des gens qui m'ont appelé directement sans que je les sollicite, ou alors c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et donc c'est Non, alors, plutôt, attends, voilà. attends, tu vas Je un vais petit trop peu vite, vite je pour vais trop me vite là. Je vais trop vite tu pour le précèdes sujet, mes mais questions. voilà, je vais y venir. Mais pour répondre à ta question de départ, la raison pour laquelle qui m'ont poussé à devenir freelance, de devenir un expert et être écouté, et aussi derrière aussi l'ouverture aux autres.
Mmh. Alors je me lève pas les matins, je compte pas mes abonnés et cetera, mais je suis hyper satisfait quand il y a des gens qui me disent: «Ben, ce que tu as fait, ça m'a permis de trouver une solution dans ce que j'ai fait» et ça, en fait, ça remplace tout l'argent ou tout ce que je peux franchement, il y a pas il y a aucune il y a rien qui remplacera ça. C'est Mmh mh. vraiment, pour c'est pas pour flatter mon ego, mais ça me fait hyper plaisir parce que je suis Non, mais quelqu'un c'est c'est gratifiant. mais c'est même pas gratifiant dans le sens, où je suis bon ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça me fait plaisir. Je me dis voilà, je suis très empathique, donc je Mmh. sens que la personne elle est heureuse, enfin heureuse professionnellement, hein, d'avoir pu réaliser ce qu'elle voulait faire. Elle avait un point de douleur sur quelque chose, elle a pu passer l'étape d'après. Je me dis: «Bah, j'ai contribué humblement à l'aider» et vraiment ça me satisfait énormément, quoi. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Ouais, c'est clair. Bah, après Mmh. je peux faire un parallèle avec le podcast aussi, tu vois? Les, retours que j'ai de personnes qui me contactent sur LinkedIn, comme toi tu as pu le faire ou, d'autres personnes, tu vois? Qui démarrent, qui sont en formation. J'ai un alternant là, qui m'a envoyé un message cette semaine. Il me dit: «Ah mais je découvre, c'est super, merci beaucoup parce que du coup, je voyais pas où ça pouvait m'emmener derrière et là, en fait, je me rends compte que c'est super ouvert, donc vraiment merci beaucoup». Enfin, voilà, c'est vrai que on se dit qu'au final, on a une plateforme, on a une petite visibilité qui permet d'aider d'autres personnes derrière et puis, bah, moi, en tout cas, c'est ce qui me motive à continuer, hein, parce que le boulot derrière le podcast, je te dis pas, Mais mais c'est vrai, c'est je suis sympa, d'accord quoi. avec toi. C'est vrai, l'échange, on a eu un petit échange là, les gens vont l'apprendre, on a eu un petit échange, on échange depuis un petit moment Mmh. et c'est vrai que tu m'avais encouragé. Je pense que tu as entièrement raison de dire aux gens qui veulent justement aider les autres et cetera, de faire des podcasts. Parce que moi, si je fais un podcast, je compte le faire, ça va pas être du tout du même genre de podcast que toi, Mmh ça va être très mh. complémentaire. Toi, Exactement. vraiment, ça donne la parole vraiment, ce que j'apprécie chez toi, c'est vraiment que tu traites des sujets de fond et vraiment, il y a une ligne éditoriale qui me plaît dans le sens où vraiment il y a une bonne liberté et c'est vraiment très axé sur la qualité, mais de façon vraiment pertinente et c'est ça que j'apprécie. Alors moi, ça va être peut-être un Merci. podcast un peu plus expert, je t'en prie et voilà et donc voilà, ça va être complémentaire. Ça va être peut-être des relais et les podcasts, souvent, on invite aussi aux gens d'écouter d'autres podcasts sur certains sujets, Exactement. et donc Mmh. voilà, c'est aussi une communauté, on est une communauté du test logiciel tous ensemble. On s'apporte les uns les autres et je pense qu'en fait, ce que je fais moi, peut-être à l'écrit, c'est peut-être un peu de la même du même type de ce que tu fais, comme tu le disais et c'est vrai que on est content quoi de faire ce qu'on fait, d'avoir des retours positifs. Mmh. Voilà. La vie vaut la peine d'être vécue rien que pour ça, comme je dis. Voilà. OK. Alors donc du coup, ce qui t'a poussé à passer en freelance, plus de liberté, l'impression d'être écouté et dernier élément. Dernier élément, ben, au final, moi, le côté financier me donne la possibilité de dire: «Je vais aller chez tel client à telle distance». Là, aujourd'hui, par exemple, j'habite Lyon, hein, j'habite entre Lyon et Grenoble. J'ai Mmh. une mission sur l'île. Ça aurait été inenvisageable en tant que consultant ou quoi que ce soit pour se loger, compliqué, même s'il y en avait des aides, c'est compliqué, quoi, même, ben, là, avec, mine de rien, avec, ce qu'on peut gagner par jour en étant chez un client et ben, on peut envisager de se loger, même si au début, quand on est auto-entrepreneur, on peut pas, comment dire? Je vais pas détailler les statuts de freelance, mais pour optimiser ses charges, pour faire voilà, pour récupérer la TVA, et cetera, on peut pas. Donc c'est tout de notre poche, mais ça n'empêche pas que c'est largement, rentable derrière. On peut, vraiment aller un peu n'importe où pour faire des missions et ça, c'est le côté financier est juste et pour moi, il est juste, c'est un moyen juste mécanique pour ça, qui me permet Mmh. d'aller loin. Moi, je vois trop sur LinkedIn, ça, je sors un peu du sujet, mais des gens qui vont dire le remote, c'est la solution. Pourquoi les gens acceptent pas le remote? Pourquoi les entreprises acceptent pas le remote? Je vois beaucoup de posts là-dessus, hein. Moi, je vais leur répondre tout simplement. Genre, ça dépend du contexte. Tu peux pas, il y a, dans l'IT, pourtant, je suis un partisan du remote, hein, mais il faut avoir un petit peu de pragmatisme et être un peu humble, se dire, ben, ça dépend du contexte. Il y a des projets qui démarrent, il y a des projets qui sont en roue libre. Sur des projets en roue libre où c'est rodé, on peut imaginer du full remote. Sur des projets structurés où il y a besoin beaucoup d'échanges, ben, on peut pas envisager du full remote. Mmh. Faut pas s'arrêter, faut pas s'inquiéter, hein. À la fin du mois, tout se passera bien, hein. Donc, faut Bon, pas ne pas s'inquiéter. se limiter. Donc OK et donc dernier élément, la liberté que ça te donne. Liberté géographique que ça te donne et Tout à financière fait. aussi, d'une certaine manière. OK. Voilà.
Alors tu disais justement tout à l'heure que, tu as pas détaillé, les différents statuts, des freelances, mais, toi, comment tu t'y es pris pour faire la bascule entre, salariat et puis, bah, ton statut actuel, qu'il soit Alors, auto-entrepreneur, micro-entreprise ou SA, il y a une méthode, je pense que tout le monde doit la partager, hein, Mmh. des coachs, des spécialistes dans ce domaine se reconnaîtront. Je pense que quand on devient freelance, la première étape pour tester son statut, se dire est-ce que je suis bankable, est-ce que bankable dans le sens est-ce que je suis légitime, est-ce que ça va durer ce statut de freelance, faut aller dans le portage salarial. OK. Parce que ça sécurise, en fait, par exemple, quand vous êtes en portage salarial, c'est tout bête, mais pour toucher le chômage, parce que la spécificité du portage salarial, c'est que vous êtes toujours employé, entre guillemets, vous êtes en CDI. Seulement, c'est vous qui devez rechercher les clients. C'est vous qui devez tout construire comme si vous étiez freelance. Ça vous apprend un peu le métier de freelance dans le Mmh. sens administratif, etc. Enfin, même si la partie administrative est gérée par la société de portage. Mais voilà, ça vous apprend vraiment les bases pour savoir comment ça fonctionne, comment on doit faire, etc. Donc si on se trompe, c'est pas grave. En étant en portage salarial, quand on a commencé une mission, on a du chômage derrière. Si ça, voilà, ça permet d'avoir un peu de sécurité. Et quand on commence vraiment à avoir être reconnu, que tout roule, c'est peut-être le moment, justement, au bout d'un an ou deux, de se dire, bah, je vais devenir auto-entrepreneur. Faut pas passer en SARL au départ, ou en SAS, il y a plusieurs, ou SASU, etc. Parce que c'est intéressant de se dire, voilà, je veux construire, je vais avoir des projets. Parce qu'une fois qu'on est en partage salarié, on est tout seul. Hein. Le chômage, faut plus y penser. Parce que le salaire, la fiche de salaire, faut plus y penser. C'est du chiffre d'affaires, il n'y a pas de fiche de salaire. Mmh. On a un chiffre d'affaires qu'on déclare à l'URSSAF, on paye des impôts dessus, mais on n'a pas de fiche de salaire. Et quand on est auto-entrepreneur, faut pas avoir des projets de immobilier ou d'achat de véhicules, etc. Les prêts, c'est compliqué. On va pas aller dans le détail. Mais après, au bout d'un moment, pendant un an ou deux, c'est parce qu'au bout de 2 ans, si on dépasse les plafonds, et dans l'IT, on les dépasse assez rapidement. Hein. Dans l'IT, je parle des développeurs, les QA, tout ça, parce que c'est des salaires, voilà. C'est des chiffres d'affaires qui vont de 6 000 à 15 000 euros par mois. Ah oui. C'est-à-dire que là-dessus, on enlève 20%, on enlève encore 5%, 25, 30%. Donc sur 15 000 euros, 30%, tu vois ce qui te reste quand même, Ouais. par exemple, c'est plutôt pas mal, quoi. Même sur 6 000 euros, t'enlèves 35% de 6 000 euros, voilà, ça te fait déjà un bon salaire aussi. Voilà, donc il faut pas un bon salaire, pardon, un bon reste à vif par mois pour toi. Donc du coup, où en étais-je? Je me mélange, ça m'arrange pas mal, Tu assez disais souvent. que alors, ce que tu recommandais, c'était de passer, par Voilà, le donc dans un portage premier temps, salarial. portage salarial par la suite pour mettre un peu d'argent de côté, pour se dire voilà comment je me vois par la suite, parce que le portage salarial, ça te donne des missions, l'auto-entrepreneur, ça t'ouvre des opportunités dans tous les sens, beaucoup plus, Mmh. parce que mine de rien, tu as plus de liberté, t'as pas de, je dirais voilà, t'as aussi de la liberté financière qui te permet de faire des projets, et d'avoir du temps pour toi pour construire d'autres projets, c'est-à-dire te dire je vais pas faire du full time chez le client, je vais garder une semaine parce que tu touches plus. Donc voilà, qu'en portage salarial quand même, hein, il faut savoir c'est que tu as 57% du chiffre d'affaires que tu vas faire chaque mois avec le client qui va être ponctionné. Donc il te reste 45%, c'est à 15 à 20% de différence. Mmh. Donc c'est 15 à 20% que tu gagnes en étant auto-entrepreneur, ça te permet de développer d'autres sujets, d'avancer, faire de la formation, faire plein de choses. Des supports de formation, des supports créer de la valeur. Et donc, au bout de ces 2 ans, tu as créé de la valeur, tu t'es structuré, tu as réfléchi un peu où tu voulais aller. Et là, tu peux monter ta SARL, ou statut, hein, il y a plein d'autres statuts différents. Les spécialistes financiers vont peut-être, dans ce domaine-là, vont peut-être me contredire, mais je pense que voilà, c'est à ce moment-là, au bout de 2 ans, qu'on peut vraiment imaginer faire la bascule. De toute façon, on n'a pas trop le choix quand on dépasse les statuts, hein. On est obligé de basculer. Donc, OK. voilà. Donc dans l'ordre, passer par le portage salarial, ensuite auto-entrepreneur et puis après, au bout d'1 an, 2 ans, une fois Voilà, qu'on a une bonne assise, avancer surtout que les idées à soient bien changer de structurées. statut, quoi. Voilà, une Mmh. assise intellectuelle, je dirais. On sait où on Oui, va, oui, quoi. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. OK, Voilà. ça marche, Mmh. c'est très clair. Alors, on parlait des clients justement. Toi, comment tu t'y prends? Donc c'est peut-être la partie la plus, difficile. Comment tu t'y prends pour trouver des clients, que tu vas pouvoir, garder, peut-être sur de longues missions? Bon, déjà trouver des clients tout court et puis garder ses clients. Alors, là, tu me poses 2 questions bien Oui. particulières, en fait, parce que je dirais, là, pour répondre à la deuxième question, déjà garder des clients.
Je pense que franchement, il y a 2 façons de garder des clients. Moi, les gens avec qui je travaille restent avec moi parce qu'ils m'apprécient ma personnalité. En Mmh. plus de mon travail, le travail, s'il est bien fait, si on est quelqu'un de très désagréable, on gardera pas le client. Oui, ça c'est Voilà, sûr. on est bien d'accord. Même si le travail est super, s'il y en a vraiment un sociable, ça se passera pas très bien. Donc moi, je mets vraiment un effort, c'est ma personnalité qui le veut aussi, à garder ces liens cordiaux avec les clients. C'est hyper important quand on est freelance, de pas se dire: «Je sais tout» et cetera. Un client qui appréciera un freelance qui est chez lui ou un consultant qui est chez lui, il sera toujours plus à même de comprendre qu'il fait des erreurs parce que de toute façon personne n'est parfait et donc du coup, à partir de là, c'est comme ça qu'on garde les clients. On est quelqu'un d'agréable, je dirais d'agréable, de pro, d'agréable, de voilà, c'est il faut être apprécié pour ce qu'on est. Après derrière, il y a la réputation qui arrive en jeu. C'est-à-dire que si on est quelqu'un de sympa, ça va pas suffire pour rester, pour être légitime et pour être connu, reconnu dans son domaine. Donc après, eh ben, faut un minimum, voilà, faut se former. Faut se former pour garder des clients. C'est bizarre, hein? En fait, faut se former pour avoir de l'expertise, pour être légitime et cetera, donc on va chez les clients. Alors moi je dirais une chose, là tu me demandes de trouver des je vais reprendre je vais passer à la première question, Oui. parce que là ça a un lien en fait. Garder les clients, mais trouver des missions, c'est un peu en lien. Parce que l'objectif pour garder ses clients, c'est se dire, je vais prendre une mission, je vais y arriver et donc du coup je vais le garder parce que j'y arrive. Mais on se freine toujours en se disant, quand on a une mission, je ne maîtrise pas ce sujet, je vais pas y arriver, et Mmh. cetera, machin. Et donc Mmh. du coup, on perd peut-être l'opportunité d'avoir des clients avec qui on pourrait travailler, construire et monter en compétence dessus et se rendre compte qu'en fait, il est super ouvert à ça parce que justement, il a des personnes qui vont pouvoir l'aider de façon structurelle parce qu'ils apprennent un petit peu en même temps que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller sur certaines missions où je ne maîtrisais pas tout à 100% Mmh. et d'apprendre sur le tas dans le contexte client, sur des technologies. Et au final, ça se passait très bien. Parce que justement, il faut toujours se former, s'auto-former, se former soi-même et apporter aux clients cette chose-là. Par exemple, on va parler de la qualité logicielle. Pour ceux qui sont qui veulent faire de l'automatisation, bah, ils connaissent iPress, ils connaissent pas Selenium ou ils connaissent pas Catalone. Catalone, c'est un produit qui permet de faire du Selenium et de l'Appium. Je ne vais pas donner le détail, mais les gens ont qu'à faire Google Catalone, Non, K-T-A-L-O-N, ils mais verront ce que c'est. si les gens sont dans Voilà. le test, ils connaissent un Voilà, peu ils connaissent, les voilà. noms. Mmh. Donc du coup, je dirais: «Oh, je sais pas faire l'un, je sais faire l'autre» et cetera. Alors là, moi, je vous rassure tout de suite, hein, il y a pas besoin de réinventer la roue, quel que soit le langage. Les seules différences qu'il va y avoir, ça va être, des navigateurs, des choses comme ça, des choses un peu différentes, mais globalement, c'est un peu toujours la même chose, hein. Et ben, il y a moi, j'ai accepté des missions où je ne connaissais pas du tout le langage ou quoi que ce soit et pourtant ça s'est bien passé. Parce que je connaissais d'autres langages, j'avais été développeur et cetera. Donc c'est pour ça que je disais au début, faut être faut un peu connaître tous les sujets, avoir des bases pour pouvoir, avoir des missions intéressantes et pouvoir les garder pour que ça se passe bien. Donc voilà, j'ai eu des missions faut être réaliste. Au début, quand j'étais freelance, j'ai eu des missions, ça s'est pas bien passé. Moi, je préfère le dire parce qu'il Mmh. faut pas laisser penser qu'on est parfait et que tout se passe bien. J'ai eu des missions, au bout de 10 jours, ben, ça convenait pas, je convenais pas, ou l'état d'esprit, ça ne marchait pas avec le client, ma personnalité, ou ça répondait pas et j'allais pas assez vite parce que peut-être qu'au début, on s'était mal mis d'accord avant de signer le démarrage chez le client. Ça venait peut-être de moi, ça venait peut-être de lui, je ne juge pas, ça venait peut-être de moi. Donc voilà, j'ai eu des missions qui ont fini au bout de 4, 5 jours, 10 jours, hein. Je préfère le dire parce que c'est la réalité. Non, mais c'est Je pense que important. ça arrive à tout le monde. Que voilà, j'ai aussi ma personnalité qui fait que des fois, ben, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non, non, mais c'est important de le dire, en fait, parce qu'on imagine que, c'est hyper accessible à tout le monde. En soi, le statut de freelance, c'est un peu, gérer sa petite entreprise, hein, Mmh. comme tu le disais tout à l'heure et il y a beaucoup de choses à penser et c'est vrai qu'il faut pouvoir se mouler à son client et puis pouvoir répondre à ce qu'il attend donc oui, oui, non, c'est très, très important, je pense, de le dire et de le souligner. Heu, on peut pas forcément s'entendre avec tout le monde et on peut Exactement. avoir des échecs au début et c'est pas grave, Et on oui. apprend. Et moi, j'ai beaucoup appris. Je remercie ces gens qui m'ont dit: «C'est fini, Julien, on peut pas te garder». Je les remercie énormément parce que ça m'a permis de gagner en humilité,
en pragmatisme, dire voilà, ben Julien, tu as des convictions, tu as des certitudes, et ben pose-toi un peu, t'es pas le meilleur du monde, etc., etc. Donc Mmh. voilà, et aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux parce que justement, j'ai ce recul, je mets pas dans des domaines où alors j'échange beaucoup plus avec les clients, j'essaye vraiment, je suis vraiment proche d'eux. On n'est pas copains-copains, hein, enfin, je suis proche professionnellement d'eux, pour justement, pour pas qu'il y ait de soucis, pour que tout se passe bien. Et quand il faut cravacher, je cravache. Je suis Mmh. pas non plus. Alors quand il y en a qui vont dire ouais, mais tu poses beaucoup de questions, t'es pas autonome. Ben, l'autonomie, on la gagne en posant les questions. Ouais. C'est bizarre, hein. En fait, pour être autonome, il faut connaître les sujets. Et si au début, quand on commence une mission, on ne pose pas les bonnes questions, on n'est pas tout le temps là à poser des questions. L'autonomie, tu peux être autonome, hein. Si tu sais pas, connais pas les sujets, tu vas te casser la figure. Donc, il faut vraiment, vraiment communiquer énormément pour devenir autonome Mmh. avec un client. Et il faut lui poser les bonnes questions. Il ne faut pas lui poser, c'est sûr que si on lui demande quel dossier à tel endroit, non, enfin là, il y a un minimum. Voilà, faut poser énormément de questions. C'est hyper important quand on commence chez un client, quand on commence une mission. Pour le garder, c'est ça. Faut lui poser beaucoup de questions. Après, on est autonome, beaucoup plus facilement. Et après, ça se passe bien. Voilà. OK. C'est la Bon, règle de 3 qui a toujours été vérifiée. j'ai des réponses Voilà. sur comment, garder tes clients, mais par contre, là, je suis incapable de te dire comment trouver ton client. Oui. Comment trouver le client? Bah, je dirais que tu n'as pas de formule magique, je le disais tout à l'heure. Ça dépend ce que tu veux. Est-ce que tu veux attendre que les clients arrivent à toi? Dans notre domaine, c'est possible. Dans notre domaine, c'est possible. Mais moi, le premier, quand j'ai plein d'opportunités, c'est toujours à côté de la plaque. C'est Mmh. des ESN ou des gens des RH qui prennent pas le temps ou qui font ça en mode automatisé. Donc, du coup, on reçoit des centaines et des centaines d'opportunités. Chaque semaine, je reçois 20, 30, 40, 50 opportunités des fois. Ça OK, arrive. c'est beaucoup. Ouais, et ça vient peut-être aussi parce que j'ai une légère expérience, peut-être. Peut-être de là. Mais souvent, bah, je refile ça à des amis, et puis du coup, il y en a qui retrouvent des missions grâce à ça, je suis content. Et Mmh. contrairement à certains qui se reconnaîtront, qui m'écouteront, s'ils sont là, moi, je ne fais pas d'argent sur les autres en donnant des missions sur les autres. Pour moi, voilà. Oh Ça, là, c'est. il y a un Voilà. sujet. Il y a un sujet. Il y en a qui prennent 20%. Enfin, oh, on a quitté le freelancing pour devenir le consulting pour devenir freelance. Si on fait ça aux autres, c'est qu'on se poignarde nous-mêmes. Mmh. C'est mon point de Ouais. vue. Voilà. Après, si la personne te dit ouais, mais si je vais te donner quelque chose, bah là, oui, évidemment, c'est autre chose. Mais moi, j'irai jamais quémander quelque chose que ce soit parce que je lui dis, bah, ça conditionne ce que je te donne la fiche de poste si tu me donnes 20% de ton Mmh, truc. mmh, Non, mmh, non, mmh, non, mmh. non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, moi, je suis pas du tout comme ça. Après, libre aux autres de faire ce qu'ils veulent, hein, mais moi, je suis pas comme ça. Et donc, pour répondre à ta question, quand même, au départ, pour trouver des clients, moi, je les trouve. En fait, je les trouve pas, ils viennent à moi, mais parce que justement, je m'intéresse au sujet, je m'intéresse à l'actualité, j'échange avec des gens, j'ai des contacts, comme je te disais, je peux participer à des soirées du test logiciel. Je suis connu, et puis du coup, après, ben, les gens, on va parler d'un sujet un peu divers, et puis ça va arriver sur une opportunité, se mettre d'accord sur un sujet, sur comment on peut travailler ensemble. Mais bon, pour répondre à ta question, les ESN, ça a été un canal d'acquisition pour moi. Mais OK. aujourd'hui, moi, j'essaie de me détacher de ça, même si c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le freelancing, aujourd'hui, pour avoir la majorité des missions que vous aurez, ça va être grâce aux ESN. Aux ESN, entreprises du service numérique, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc voilà, c'est le principal canal d'acquisition pour les missions parce que c'est eux qui connaissent les clients, c'est eux qui connaissent les projets, etc., etc. OK. Donc voilà. Donc faire travailler son réseau et puis quand on démarre, bah, s'adresser peut-être, aux ESN et puis ensuite, Oh, mais il bah, y a pas besoin, elles l'expérience viendront vers vous, fera il y a pas OK. besoin, elles viendront Donc en vers fait, vous. on va être contacté directement. Voilà, et puis voir avec eux, échanger, et pas alors il y a peut-être prendre au début la première mission qui vient, je Oui, dirais, ben, essayer quand même bien sûr. d'assurer le truc. Il faut de On l'expérience. est au fait d'expérience, on se casse les figures, on en reprend une autre, on casse les figures. Et au bout d'un moment, bah, être un peu plus exigeant. Mais Très bien. voilà, mais au début, essayer de mettre un petit peu de l'eau dans son vin et de dire: «Bon, bah, ça correspond pas à 100 à ce que je veux, 50, et puis voilà». Et prendre un petit peu, bah, voilà, ce qu'on peut, quoi. Mais OK, après ça viendra. Ça viendra avec le temps, on sera connu, donc on aura des missions qui nous correspondront plus. très Voilà. bien. Bon, on a vu les avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients à être, en freelance? Ben, en fait, on peut être jeté du jour au lendemain quand on est freelance. OK. J'exagère, mais c'est un peu ça. Donc ça, c'est la première source de stress. Mais après,
c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, mais on l'élimine, en ayant une approche qualité de maîtrise des risques. On est des gens qui travaillons dans la qualité logicielle. On veut gérer les risques et pour gérer les risques, on fait une cartographie des risques Oui, et on fait un RACI, qui fait quoi, ouais. comment, etc. Et si on applique cette méthode aux missions qu'on va faire, eh ben, on évite de se faire jeter. Et comme je disais tout à l'heure, il faut la communication, il faut l'humilité, il y a plein de choses qui éliminent les risques, qui font baisser les risques. Donc, c'est une contrainte, en effet, on peut se faire jeter du jour au lendemain. Comme moi, ça m'est arrivé au début. Mais ça m'a servi par la suite, pour d'autres raisons, de grandir. Donc, c'est pas grave, hein. Si y a une mission qui se termine du jour au lendemain, je dirais, c'est pas une fatalité. Ça peut être des raisons financières, des raisons de personnalité, des raisons d'accident sur un projet relationnel, etc. C'est pas grave. Ça, c'est la première contrainte du statut de freelance. Il y en a pas d'autres? Ensuite, c'est la première. C'est la OK. première. Il y en a. Et ben, quand on est freelance, enfin moi, à part ça, il y a tellement d'avantages. Ouais, si, voilà, le fait de pas être, de pas avoir de pas être couvert au niveau chômage. Ça aussi, quand on est freelance ou Oui. auto-entrepreneur, c'est pas top. Bon, c'est La propre au retraite, si statut, on fait, voilà, d'auto-entrepreneur, ouais. Mmh. voilà, si on est freelance toute sa vie aussi, la retraite derrière, c'est pas la même, hein. C'est Ouais, pas, tout à fait. ce côté financier, c'est tout bête, mais sur le long terme, ça peut être un. Mais sinon, il y a tout plein d'avantages. Faut pas se le cacher. Mais la contrainte, voilà, la contrainte principale, faut pas se lancer si on n'a pas les épaules assez larges. Mmh. Et les épaules assez larges, c'est l'expérience. Donc sans expérience, faut pas se lancer. Ça sert Bah, à rien. de toute Voilà. façon, moi, de ce que je vois, il y a peu de personnes j'avais un invité d'ailleurs qui disait ça, que de toute façon, on ne se lance pas, seul comme ça, en freelance si on n'a Mmh. pas d'expérience. Parce que sinon, on n'a pas d'argument à apporter, en fait. Parce qu'on peut pas se Mmh. dire: bah, je démarre, j'apprends, tout juste le métier» et bah, le client, enfin, il va dire non. Il va forcément aller prendre quelqu'un qui est un peu plus expérimenté derrière, où il sait qu'il va récupérer de la valeur. Donc oui, oui, en soi, c'est vrai que c'est assez logique, oui. En fait, faut se dire que c'est une contrainte, hein, parce que, ben, faut apprendre tout seul. Quand tu es Mmh. freelance, tu Mmh as plus, mh, mmh. dans la société, mais tu as des possibilités de faire financer quand tu es freelance parce qu'il y a des fonds qui existent, qui permettent de financer tes formations, et cetera. Donc faut pas s'inquiéter, il faut juste après se renseigner, bon, c'est pas aussi avantageux que quand on est employé. Encore que quand on est employé, on peut pas se former parce que les ESN ne vous forment jamais. Enfin, pas tout le temps. C'est Ça compliqué, dépend, ça c'est vrai que dépend. c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est Ouais. compliqué. Il y a souvent, on vous promet, on dit: «Vous aurez un plan de formation pendant 5 ans, machin, vous allez arriver là» et la réalité, c'est qu'après, ben, en fait, nous rattrape au galop, c'est que ça correspond jamais à ce pourquoi on s'est engagé. Quand on est freelance, il faut se former soi-même, c'est une liberté et un avantage, Mmh mh. mais c'est une contrainte, c'est une contrainte. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps, mais c'est une contrainte, je pense, franchement. Voilà. C'est le stress donc pour résumer, le stress d'être mis à la porte du jour au lendemain et se former. C'est très, ben, c'est voilà, c'est pas évident. Parce qu'il y en a qui aiment pas trop se former. Donc c'est une contrainte quand même. Mais sinon pour tout le reste, c'est 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 Que que du des bonheur. avantages. C'est que du bonheur. Moi je dis pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour devenir freelance. Je dirais pas que c'est le statut idéal. Je Ouais. dirais il y en a, il faut qu'ils restent consultants parce que ça leur plaît, puis il y a plein de raisons qui font que dans leur personnalité, ils préfèrent rester consultants, pour plein de raisons. Mais Et freelance, c'est pas non puis, plus. Puis voilà, faut pas mettre en opposition les freelance et les consultants. On travaille tous ensemble et puis au final, quand on regarde au quotidien, on fait la même chose, hein. Enfin, oui, plus et ou moins. puis après, consultant aussi, c'est un statut, pour une ESN. On peut très bien être, QA ou testeur ou être sur un Exactement. Puis poste je dirais dans une que entreprise, pour connaître le milieu des ESN, hein, alors je dirais que le temps d'espérance de vie dans une ESN de quelqu'un, il est de 3-4 ans. mmh Donc du coup, mh. on Ouais, c'est change de ça. mission, on change de ESN. J'exagère, mais c'est à peu près ça, hein, quand ça nous plaît plus, on change, on va dans une autre ESN, etc. Donc en fait, c'est du freelancing déguisé, hein. Donc voilà, c'est le système qui est comme ça. Mais je veux dire, voilà, faut pas se dire, je vais devenir freelance, c'est super, etc. Non, il y en a. Moi, ce que j'invite, et ça, je ferai pas payer les gens. Ceux qui veulent se poser la question, s'ils veulent devenir freelance dans le métier de la QA, c'est qu'ils me contactent directement. OK. Ils hésitent pas, je ne ferai pas payer, c'est gratuit, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je ne facture rien. OK, OK. Donc et puis on verra avec eux, par rapport à leur vision, par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, quels sont leurs souhaits. Moi, je leur dirais: «Ben, je pense pas que tu puisses, ou tu peux pour telle ou telle raison». Voilà. Je pense, voilà, avoir le recul nécessaire pour les aider à prendre la décision ou leur dire: «Attention, il te manque certaines, ne deviens pas freelance».
la situation familiale, la situation géographique, l'expérience, la personnalité, parce qu'il y en a qui sont pas sûrs d'eux, etc. Donc voilà, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de confiance en soi, même s'il faut être humble, il faut avoir un minimum de confiance en soi quand on Ouais, il faut pouvoir se vendre, justement. Ouais, plus que se vendre, faut pas avoir peur de se casser la figure, de se tromper quand on fait quelque chose. Et là, il faut avoir de la confiance. Mmh. Voilà, si on se dit: «J'ai pas peur de me casser la figure», c'est qu'on a confiance en soi. Voilà. Très bien. Donc voilà. Très bien, très bien. Je note. Je mettrai de toute façon, ton LinkedIn, ton contact Voilà, dans les n'hésitez pas. commentaires de N'hésitez pas. Je suis là l'épisode. pour aider les gens dans mon métier. On est sur la fin. Est-ce que tu as une question pour moi? Une question pour toi par rapport à toi ou par Ce rapport, que tu veux comme question. T'as pas assez Je écouté sais. les épisodes? Parce que c'est une question que je pose à tous mes invités. Ah bah, si, je vais te poser la question. Mmh. Après notre échange, qu'est-ce que tu as appris, toi, du métier de freelance? Est-ce que tu avais des interrogations qui ont été levées grâce à notre échange aujourd'hui? Voilà, c'est les questions que je te pose. Alors oui, c'est beaucoup plus clair en fait alors c'est beaucoup plus clair. Je connais à peu près, le processus de se mettre en freelance et puis, ce que ça demande en termes d'organisation. Mmh. Mais pour le coup, appliqué au test et par rapport aux questions qui m'ont été posées, j'en avais vraiment, enfin, une vague idée. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc merci, tu as répondu, Mmh. à mes questions. Bah, c'est vrai qu'au final, hein, si les gens reprendront ce podcast et qu'ils écouteront ce podcast, Mmh. ils ont vu que je suis très bavard et que je vais sur plein de sujets, mais ça permet d'éclairer les gens. Oui, Donc c'est ça. réécoutez le podcast plusieurs fois, vous verrez, vous comprendrez plein de sujets, parce que voilà. Alors des fois, c'est un petit peu, je dirais, délié au niveau du mais tout s'enchaîne assez logiquement. Voilà, mais après c'est un échange, un podcast, on peut pas répondre questions-réponses. C'est aussi ce qui fait la richesse d'un podcast, hein. On part sur d'autres sujets, on revient, et cetera. C'est comme quand on est, par exemple, dans un café, qu'on va parler d'un sujet, ben, c'est ça qui est l'intérêt d'un podcast. C'est pour ça que j'aime bien ce support. C'est la première fois que je le fais. Je suis plus à l'aise, je pense, sur ce type de support que sur les vidéos. Ah oui. Parce que, ouais, je pense. J'ai fait un webinaire, j'étais pas beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins à l'aise. Alors On ça a vient plus de peut-être. liberté dans un podcast, hein, honnêtement, c'est, enfin, ah, Ouais. c'est une vraie passion, hein. Je saoule tout le monde avec, mais c'est une vraie passion parce que, tu vois, les podcasts, ça m'a Et là, j'ai une période, un passage à vide où vraiment j'étais pas bien et les podcasts m'ont vachement aidée, parce que d'entendre des conversations, des expériences de vie, permettent en fait c'est très différent quand tu es dans une discussion avec mmh, quelqu'un et quand tu écoutes et que tu absorbes de l'information. Tu as une petite partie, d'introspection qui se fait et c'est ça pour moi la richesse du podcast parce que on va penser, que à soi, mais on apprend des choses et on apprend des expériences d'autres personnes exactement de la même manière, qu'un livre, quoi. exactement. On se nourrit de tout ça, quoi. Mmh. En parlant de podcast, bah, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vrai que j'apprécie ton podcast, puis j'apprécie un autre podcast en particulier. Là, on parle de la QA, mais c'est un peu un domaine qui est très lié, en fait, à la qualité, c'est la gestion de projet. Mmh. Et j'invite les gens, alors ça, je sais pas si tu le mettras dans ton podcast, mais moi, Oui, je vais le mettre, je vais le mettre. j'invite les gens à aller écouter le podcast de Johan Pagnoux, Johan Pagny. P-A-G Pagnoux, P-A-G-N-O-U-X, OK. qui a une vision très pragmatique, un peu comme moi, hein, de la gestion de projet et qui est très complémentaire, en fait, qui permet aux gens d'aller contre leur certitude et de repartir sur des bases saines, dans la gestion de projet. Mmh. J'invite, voilà, je conseille aux gens qui ont écouté ce podcast de continuer à écouter ton podcast, que je trouve excellent. Merci. Je ne connais pas d'autres, en particulier. Je suis pas c'est pas que je suis pas fan, c'est que j'ai pas l'habitude d'écouter des podcasts dans le train ou quoi que ce soit, Mmh. à part le tien et à part celui d'Yann. Mais voilà, les Bah, podcasts, c'est je des t'en recommanderai après, si tu veux. On ouais, doit en ouais, ouais. avoir une vingtaine et encore Ah oui. dans mon Moi, épisode. j'en connais que 2. Mais après, il y a plein de podcasts et n'hésitez pas à aller sur Spotify, tu connais mieux les Apple supports que moi, hein. Podcast, Amazon Apple Podcast, Music, OK. il y a plein de podcasts qui peuvent vous apporter, il y en a d'autres, hein, qui sont certainement très moisis, hein. Mais Bah, ça bon, là, oui, pour bah, la il faut plus tout, hein. il faut tout pour faire un monde. Et d'ici 6 mois, ben, peut-être un peu avant, il y aura mon podcast qui qui verra le jour, Super, tu en feras la promotion, bien j'espère? sûr. J'ai hâte de pouvoir l'écouter. Et je t'inviterai à cette occasion Trop bien. pour qu'on échange.
Voilà. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Et merci à toi. D'échanger avec toi. J'espère que je vais répondre à des questions. Oui. J'espère que ça apportera à la question de départ de passer du salarié au freelance. Est-ce que ça aidera les gens ou du moins avoir des réponses et au moins se poser les bonnes questions. Voilà. Oui, je suis convaincue que ça aidera au moins 2-3 personnes. Ouais. Et ça s'applique à tous les métiers de l'IT, ce que j'ai dit. On a parlé des QA, mais c'est général. C'est général. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Julien. C'est moi qui te remercie. Et puis, je te dis à la prochaine. Et longue vie à Qualisti. Longue vie à Qualisti. Bonne fin de journée et bon week-end. Au revoir. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.